On remarquera que l'organisation est absolument parfaite puisque à 14h35, du coup, on commence. Écoutez, en tout cas, bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui va aborder un sujet passionnant, du coup, autour des industries culturelles et créatives. J'ai la chance d'être avec Tristan et Dimitri. Ils vont avoir la chance de se présenter ici au début. On était en train d'en parler juste avant. C'est vrai que l'émergence des IA génératives dans notre époque, elle est venue rajouter une sorte de blessure narcissique chez l'homme. Vous savez, il y a eu à un moment donné Galilée qui nous a révélé qu'on n'était pas au centre du monde. Ça a été une blessure. Puis après, il y a eu une deuxième blessure quand Darwin nous a expliqué qu'en fait, on n'était pas unique dans l'histoire de l'évolution, qu'en fait, on était dans la continuité de d'autres animaux. Et finalement, il y a presque une troisième blessure ici, avec le fait qu'on se pensait les seuls à pouvoir faire de l'art. Et il s'avère que les machines ont l'air pas trop mal là-dedans. Alors, on va commencer un peu avec ça, parce qu'il y a eu cet échange entre nous de se dire, tiens, qui sont les experts sur ces sujets-là aujourd'hui? En fait, un peu tout le monde, un peu personne, ceux surtout qui s'en emparent. Et du coup, j'ai cette question, peut-être on va commencer avec Tristan, puis Dimitri. Qu'est-ce qui fait, Tristan, déjà, voilà, qui tu es, et qu'est-ce qui t'amène du coup aujourd'hui à venir parler de ce sujet sur scène? Très bien, bonjour à tous. Donc moi je suis Tristan Legros. Dans une vie antérieure, j'avais une entreprise ici qui s'appelait The Corner, où on travaillait pas mal sur les sujets d'innovation. Donc on parle de passion, la passion pour l'innovation, la passion pour ces nouvelles technologies, c'est quelque chose vraiment qui m'anime. J'en ai une deuxième de passion, c'est la photographie. Et voilà, les récents bouleversements, la récente mise sur le marché dans les mains du grand public de ces technologies d'intelligence générative m'ont poussé à aller creuser un peu effectivement du côté de ce que je fais, de mon métier, de l'image. Je suis à la base, moi, directeur artistique et graphiste. Donc, créer, produire des images, imaginer des images, faire un peu d'ailleurs d'art sur mes projets personnels, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et voilà, c'est sans doute ma porte d'entrée vers les IA génératives. Donc vraiment la dimension passion. Et toi, Dimitri? Alors bonjour, Dimitri Leroc. Donc moi actuellement je suis visual designer à mon compte et donc du coup j'ai l'occasion d'utiliser des outils de génération pour mes besoins professionnels, mais je suis aussi également passionné de jeux vidéo, d'illustration. Donc évidemment un outil comme ça qui met à disposition à n'importe qui d'avoir des résultats bluffants, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc il y aura évidemment des problématiques qu'il faudra qu'on soulève tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'on est tous les deux dans le même bateau dans le sens où on s'est rencontrés il y a 10 ans, à une époque où on était tous les deux directeurs artistiques et évidemment le sujet était encore quasiment inexistant dans nos têtes, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on parle de sujets qui vont émerger très vite. Alors là, dans notre échange autour de cette table ronde, du coup, Tristan et Dimitri ont préparé des choses à nous présenter. On va essayer de balayer un peu largement le champ du coup des industries culturelles et créatives. Et on va commencer avec le premier champ. Tristan, c'est celui de la photographie dont tu viens de parler. Qu'est-ce que permettent finalement justement ces IA dans cet univers-là? Qu'est-ce que ça produit et quels sont un peu les sujets, les créations du moment et les problématiques? Oui, on en parlait d'ailleurs juste avant cette conférence, on parle de photographie, mais on a, je pense, avec des outils comme Midjourney, même avec des rendus photographiques, on a quitté, selon moi, le domaine de la photographie qui est bien défini, qui est un terme aussi de l'instantanéité, du réel, de la capture de l'essence d'un événement, d'une personne à un moment, à un instant T. Il y a certains passionnés comme moi qui ont apporté le terme de scintographie que j'aime beaucoup. Pour moi, je vois dans des solutions comme Midjourney ou Stable Diffusion ou d'autres outils comme ça, un nouveau médium qui est donc pas tout à fait de la photographie, sur lequel on peut développer des rendus photographiques et qui surtout ouvre énormément, selon moi, le champ des possibles. Pour vous mettre un peu dans ma tête, moi sur les questions d'innovation, il y a plusieurs façons de les prendre en compte, quelles qu'elles soient. Soit on peut voir ça comme un animal féroce, un tigre prêt à vous dévorer, soit on peut voir ça comme de l'eau. Et moi j'ai plutôt cette posture-là, c'est-à-dire l'eau c'est dangereux, on peut s'y noyer, mais on peut aussi apprendre à nager, on peut aussi apprendre à évoluer là-dedans. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ces outils. J'ai commencé, comme tout le monde, à faire mes petites images alors j'ai pas fait d'image d'Emmanuel Macron ou du pape, ça m'a pas trop intéressé, mais j'ai commencé moi à aller voir ce que la photographie pouvait m'apporter chez les maîtres que j'aimais bien, voir qu'est-ce que me répondait Midjourney, notamment quand je lui parlais de Raymond Depardon, de Lee Friedlander, etc. Bon,
ça m'a bluffé, effectivement, comme dit Dimitri, les résultats sont incroyables. Et très vite, on arrive, j'en parlais aussi avant, à quand même un aspect assez caricatural dès lors qu'on veut aller un petit peu plus loin, dès lors qu'on reste dans des prompts un peu simplistes, ça devient vite caricatural. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour les grands créateurs ou les personnes très créatives. Néanmoins, très vite, la photographie a questionné plein de choses. J'en veux pour preuve, le premier exemple que j'ai, c'est, je crois qu'elle est derrière, cette photo-là des deux femmes que vous voyez. C'est un concours de photos, c'est un monsieur qui s'appelle Boris Eldaxen qui a généré plusieurs photographies sur Midjourney. Alors je pense qu'on en est encore à la version 4, même si les mains sont plutôt bien faites, peut-être la version 5, mais il a proposé plusieurs visuels, un concours de photos organisé par Sony, en sachant très bien, donc, en ne disant pas qu'il avait généré ces photos. Il se trouve qu'il a gagné avec cette photo-là, il a gagné le concours de photographie. Il a tout de suite dit à Sony qu'en fait cette photographie n'était pas une photographie, qu'elle avait été générée avec Midjourney, et qu'il souhaitait lui profiter de ça, donc il a refusé le prix, mais il souhaitait néanmoins venir profiter de ça pour parler avec le public de ce phénomène en fait, du fait de pouvoir générer des photos et de bluffer un peu son monde. Évidemment, Sony, enfin non pas évidemment, mais bizarrement Sony a coupé les ponts, a retiré sa photo du concours et ne lui a pas permis de venir en parler. Donc là, on montre vraiment l'instant dans lequel on est, où on ne sait pas encore trop quoi faire de ces photos, surtout, enfin de ces images, surtout si elles ne sont pas clairement fléchées, établies. Il y a, voilà, on parle beaucoup d'art, on parle beaucoup de création aussi, mais il y a des pans de la photographie ou de l'approche photographique, du rendu photographique qui vont être là pour le coup, à mon avis, vraiment chamboulés. J'ai un exemple juste à côté avec des applications qui permettent de faire des photos de produits. Bon, bah ça, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a besoin, si on est une marque un peu lambda, ouais, c'est juste l'image juste après, voilà, c'est là. Est-ce qu'on a besoin, si on est une marque un peu lambda, d'avoir un grand photographe très créatif qui nous fait des photos? Bon, bah là, on est clairement, je pense qu'il y a beaucoup de photographes moyen bas de gamme, entre guillemets, excusez-moi de l'appellation, et peut-être que je pourrais me mettre dedans pour des photos de produits, dont le métier va être sérieusement impacté par ce genre d'application où il suffit de dessiner vaguement ou de demander une pose qui ressemble, d'y mettre son produit et de générer un rendu photographique impeccable. La question de l'art aussi est très intéressante. On peut rapprocher effectivement l'arrivée de l'IA générative, par exemple la photographie quand elle est arrivée, qui a un peu tout chamboulé, qui a gêné des gens, qui a scandalisé, qui a choqué les artistes. Néanmoins, la photographie avait transformé la façon de peindre, la façon de penser l'art, la peinture profondément. L'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme sont arrivés après la photographie, quand les artistes ont dû quitter la représentation très propre du réel. Donc ça y est, maintenant c'était le domaine de la photographie. On n'avait plus besoin vraiment de peindre des choses très précises, très concrètes. Voilà, c'est hyper intéressant de voir comment les deux sont nourris. Et ensuite, la photographie, c'est aussi elle-même nourrie de l'art, enfin dans les deux sens. Ça a très bien fonctionné. La photographie aujourd'hui, ça ne fait plus un doute, c'est un domaine artistique connu, reconnu, avec un marché très fort. Je ne doute pas que dans les années qui viennent, des œuvres voilà, utilisant ce nouveau médium que sont les IA génératives, viennent chambouler le marché de l'art. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, il y a évidemment la question, les problématiques qui viennent avec tout ça, les problématiques de droit, etc. Mais peut-être qu'on y viendra plus tard. Quand tu veux, si tu as envie d'en parler maintenant, on en parle. Non, je vais peut-être vous parler, si je vous montre l'image qui est à côté, voilà, ce double... attention. Qui est très intéressante. Alors c'est un artiste, je vous en parlerai sans doute 2 ou 3 fois dans cette conférence, dans cette table ronde. C'est Bob Dylan qui est pour moi une idole absolue, un symbole justement de l'artiste créatif, un génie musical, etc., même a priori littéraire, et qui est aussi un peintre. Il a toujours peint, etc. Et en fait, Bob Dylan, il a été accusé en 2011 de plagiat parce que notamment, en fait, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est trouver des images, des photos qui lui plaisent et d'en faire des tableaux qui se vendent très très bien. C'est un très très bon flux de revenus pour Bob Dylan,
qui a des centaines, peut-être même des milliers de tableaux en vente en permanence sur différentes places de marché. Là, en fait, voilà, ça questionne effectivement le fait de est-ce que une photo qui inspire une IA générative est différente en soi d'un courant artistique qui inspire un artiste qui va s'en emparer. J'ai fait des études d'art, j'ai appris l'histoire de l'art, j'ai moi-même peint un peu, j'ai adoré en mon temps parce que c'était assez facile à comprendre des courants comme le pop art, j'ai fait un peu de sérigraphie, etc. Est-ce que la façon de créer, qu'est-ce qui est copié? Est-ce que c'est la façon de créer ou est-ce que c'est l'œuvre en elle-même? C'est assez intéressant. Là, on a clairement l'idée même c'est une capture d'écran d'un film qu'il a sans doute vu, il a fait un arrêt sur image, il a capturé cette truc-là, il a peint après avec une peinture à l'huile. Bon, c'est un tableau de Bob Dylan. Est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ça vient interroger effectivement qu'est-ce que c'est finalement un peu l'art. Et justement, alors, on en parlait tout à l'heure, Arthur Rimbaud, à l'époque, quand il y a eu l'émergence de la photographie à son époque, il disait que la photographie, c'était l'outil pour les peintres ratés. Donc, il avait un peu ce regard. Donc, je pense qu'il y a toujours cette réaction des artistes vis-à-vis de certaines œuvres. Alors, en réalité, Rimbaud était absolument intrigué par l'art de la photographie. On l'a compris un peu plus tard. Donc, c'est vrai qu'il commence à y avoir des réactions face à ça. Toujours les mêmes. Il va y avoir à la fois des gens qui sont contre, d'autres qui sont pour. Ça pose la question de l'artiste. Quand tu disais que justement, tu as une culture de photographe, tu as cette culture artistique, en quoi ça peut t'aider dans les prompts? Moi, aujourd'hui, clairement, je vous ai pas mis d'image, mais je les mettrai en ligne assez prochainement. Mais j'avais plein de projets photographiques, moi, personnels, qui ne se sont jamais lancés, par exemple, parce que ça nécessitait de se déplacer, ça nécessitait des moyens, et puis c'est pas mon métier de base. Je fais ça par passion plus que en tant qu'artiste photographe entre guillemets. Et Midjourney m'a clairement permis de créer en fait les premières étapes de ces projets. J'ai un projet en fait qui me tenait à cœur. Vous savez, on a tous en tête, j'imagine, comme moi, vous en avez des images peut-être de votre enfance quand vous aviez 4, 5, 6 ans qui sont très floues, qui sont peut-être même inexactes dans votre tête. Et en fait, j'ai essayé, moi, de me servir de Midjourney pour créer les prompts, pour recréer ces images que j'avais dans ma tête de mes souvenirs. Je suis né à La Réunion, donc c'est des paysages de La Réunion, etc. Évidemment, si j'avais voulu faire ça avec mon appareil photo, avec un figurant parce que je mets en scène un petit garçon qui est a priori censé être moi, ça aurait été très compliqué à faire, à moins d'avoir un budget. Et là, je suis arrivé à des résultats tout à fait probants qui correspondent quasiment exactement à ce que j'ai en tête comme souvenir pour les coucher sur le papier. Si je vais même plus loin, j'ai même commencé à écrire les textes avec une IA dont on parlera tout à l'heure, un outil dont on parlera tout à l'heure, qui permet voilà, en tout cas à mon échelle, de générer des choses suffisamment poétiques pour que je puisse en plus voilà, poursuivre ce travail d'image avec des textes qui racontent un peu qui les mettent en scène un peu. Donc une première marche hyper intéressante pour moi, c'est un compagnon idéal quand on est créatif, de jeter des premières idées, de pouvoir très très vite, sans même certaines compétences, projeter très vite quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper riche. Super. En tout cas, on voit que ça va toucher l'environnement de l'imaginaire, du rêve, peut-être des souvenirs en tout cas, potentiels. Alors du coup, quand on parle d'art, il y avait un domaine avant qui n'était pas considéré comme artistique à l'émergence, c'est les jeux vidéo. Peu à peu, quand même, les jeux vidéo ont acquis un peu leur lettre de noblesse. Et aujourd'hui, l'IA générative, elle vient percuter également l'univers du jeu vidéo. Comment ça se passe? C'est tout simplement, le jeu vidéo est le résultat d'une accumulation de médiums qui sont le graphisme, la 3D, etc., la musique, le son. Et donc, comme toute compétence, ces outils-là viennent un peu remplacer, attention, là c'est le mot un peu dangereux, viennent aider en tout cas les professionnels du secteur à soulager leur charge de travail sur parfois des tâches qui n'ont pas forcément de plus-value artistique, etc. Attendez, je vais essayer de vous ressortir le PDF. Voilà. Donc on a des solutions, des studios qui bossent sur des projets qui sont un peu similaires à Midjourney en un sens. On a des générateurs d'environnement en 360 degrés qui peuvent servir à la VR notamment, comme on a dans cet exemple-là Blockade Games qui travaille sur cette solution qui s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, qui permet de faire des ébauches
en 360, et après on vient juste rajouter à cela un prompt et ça vient générer un environnement bien abouti. On a d'autres solutions comme ça, comme NVIDIA aussi, qui est très impliqué dans l'IA, qui avec Gogan permet de dessiner complètement. Là, si on regarde, ça, à droite, c'est le résultat final de l'artiste qui a utilisé le résultat du logiciel à gauche. Mais en réalité, il a dessiné ça dans le logiciel à la base. Donc les couches de couleurs correspondent à de la verdure, du ciel, etc., de la roche. Et après, il a une interprétation qui est faite avec un prompt. Et du coup, l'artiste, en fait, se fait gagner du temps dans la phase de concept art où après lui, il vient rajouter les détails qu'il veut. Donc, c'est pour ça que moi, je serais assez prudent sur le fait de dire que les solutions viennent remplacer les artistes, là où pour moi, elles viennent juste aider. Parce que justement, ils sont des artistes. Qu'est-ce que l'art qui est légitime pour dire si c'est de l'art ou non, si ce n'est un humain. Donc, ma conviction profonde, moi, est que on est seul en mesure de définir ce qui est de l'art, l'intelligence artificielle n'étant là que pour reproduire un résultat logique qui est juste le résultat d'un algorithme, etc. Voilà, donc là c'est de l'image, mais ils travaillent aussi beaucoup NVIDIA sur du conversationnel, entre guillemets. Là, ils ont réussi à rendre, entre guillemets, vivants des personnages non joueurs dans les jeux. Donc, on peut discuter en temps réel avec eux, avec le micro. Donc, évidemment, c'est pas encore hyper abouti, mais c'est une bonne piste qui va vraiment, là, pour le coup, pousser dans l'immersion, dans le réalisme. Demain, on peut très bien imaginer, moi j'aime bien me projeter comme ça à très long terme, mais on peut imaginer maintenant avec des drones de pouvoir scanner les rues et puis après pouvoir placer des personnages dans la rue qui a été scannée, et puis on pourrait presque discuter en temps réel avec des personnages en ayant l'impression qu'on le fait en vrai dans le monde avec un casque VR, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont je pense, à l'aube d'une vraie révolution sur plein de domaines. Ça peut même, là je parle de ça, mais ça peut être une idée moi qui m'était venue en tête, c'est dans 50 ans, imaginer des petits vieux en maison de retraite qui malheureusement n'ont pas beaucoup de moyens, on les fait voyager avec ça, et ils ont l'impression de voyager en vrai dans un vrai pays, parler à des vrais gens, et ça les fait un peu, ça les stimule un petit peu. Voilà, on peut imaginer des choses très, très concrètes qui ne seraient pas possibles sans l'IA. Donc pour moi, l'IA elle a autant de positifs que de négatifs. C'est évidemment nos choix qui vont décider de cela. Voilà. Alors, Dimitri, toi, tu t'intéresses aussi un peu et beaucoup au Web 3. Donc, Tout à fait. le Web 3, sans rentrer dans le détail, on va parler d'une sorte de web un peu décentralisé, peut-être immersif, peut-être personnalisé. En effet, qu'est-ce que, là, l'ère de l'IA générative ouvre vraiment peut-être comme voie concrète pour ce Web 3 ? Je n'avais pas prévu la question, du coup, il n'avait pas anticipé. Je réfléchis. Disons que le Web 3, déjà, bon, on ne va pas faire une conférence sur le Web 3, je vous rassure, mais tous ceux qui s'y intéressent doivent savoir de quoi je parle, mais comme c'est quelque chose qui est dans une blockchain qui est ancrée, on ne peut pas, dans un monde centralisé aujourd'hui ou dans l'informatique, si on fait un JPEG et qu'on le supprime, bon, il est perdu dans la blockchain, il reste ancré parce que l'infrastructure de la blockchain permet en fait que tout le monde ait une trace, et donc il y a un peu le côté, comment on dit, pas éternel, mais ça reste même si c'est du numérique, ça reste indélébile, on va dire. Et donc, j'aime imaginer que l'IA, couplée à ça, ensuite, va permettre d'avoir des choses qui se rapprochent énormément de la réalité. Est-ce une bonne chose ? Là encore, ça dépendra de ce qu'on en fait. Mais en tout cas, sa potentialité peut être merveilleuse, comme elle peut être dramatique. En tout cas, c'est nous qui restons en tout cas à la manette. OK, dans les autres domaines, on a basculé, on a parlé de photographie, de jeux vidéo. On avait aussi envie de parler de littérature, de comics, de manga. Tristan, qu'est-ce que tu as à nous dire, partager là-dessus ? Oui, alors tout à l'heure, je mentionnais effectivement alors, ma femme est autrice, donc elle est très, elle est très dubitative quant aux outils qui permettent d'écrire, sachant le boulot que ça demande. Elle écrit des romans, donc je pense qu'il y a des domaines, en tout cas, de certains types de littérature qui peuvent être tout à fait
très bien soutenu par des outils IA assez bien faits. Je pense que s'il faut écrire des livres, peut-être, je sais pas, sur des tendances économiques, sur des méthodologies, éventuellement peut-être journalistique, très factuel, ça peut être des super outils, mais c'est comme pour écrire un scénario, c'est comme pour créer un projet artistique. Dès qu'on commence à rentrer, à mon avis, dans le domaine du roman, de la poésie, il faut être très vigilant voilà, je sais pas, quant au style, à la façon d'eux, au plagiat. Enfin, il y a plein de problèmes que ça soulève. Et donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai testé cet outil qui s'appelle, tu peux me le, Sudowrite, ouais, qui est vraiment pas mal, qui permet la promesse, c'est surtout de vaincre le syndrome de la page blanche grâce à l'IA. Cet outil vous dit que vous ne serez jamais sans inspiration, même à 3 heures du matin. Bon, c'est assez bien fait parce que vous pouvez partir juste d'une idée. Vous pouvez même lui demander de vous donner un premier shot d'idée sur une thématique. Vous pouvez le nourrir de vos paragraphes pour qu'il les agrémente, pour qu'il les augmente, en lui donnant certains styles. Alors, ce n'est pas des styles, par exemple, à la façon de tel ou tel auteur, à la façon de Victor Hugo. C'est plus, je veux que ce paragraphe qui décrive quelque chose mette davantage l'accent, par exemple, sur les odeurs, sur les bruits. Et hop, il va vous proposer un texte que vous avez le choix ou pas d'intégrer tel quel ou de modifier dans votre création. Et là, à nouveau, je vois ça comme une marche, une sorte de coup de boost, en fait. Comme le fait ChatGPT. Quand j'utilise ChatGPT, c'est en général, moi, pour me donner un kick-off, pour commencer à écrire un truc, pour me donner la première impulsion, et puis après, je me débrouille. Et là, c'est un peu ça, mais spécialisé sur l'écriture, sur le roman, sur l'écriture créative plutôt. Pas tant factuelle, pas tant scientifique, mais vraiment l'écriture créative. Hyper intéressant. Si on switch un peu, si on va un peu plus loin, si on quitte un peu le domaine de la littérature pure, pour arriver, là, vous avez vu un exemple de manga, il y a un exemple de bande dessinée à côté. Alors pourquoi je les ai mis? Parce que le manga, donc mon fils est fan, je lui ai montré ça, il n'a pas été bluffé. Ça l'a pas, ça l'a pas bougé plus que ça. Je pense parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit ouais, mais le type l'a pas dessiné, il sait pas dessiner. En plus, je lui raconte un peu l'histoire. Il m'a dit, il sait pas dessiner, il a généré ça sur Midjourney. Donc ça l'a pas bluffé, comparé à ses mangaka préférés qui, il le sait, passent leur vie, ils laissent leur santé, etc., à créer des œuvres absolument monumentales. Donc il a loué l'effort, il a vu que c'était intéressant. Et voilà. Bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce manga-là, a priori, ça reste le premier qui a été créé dans l'univers cyberpunk, qui a été vendu en fait par son auteur. Je crois il me semble que c'est Stable Diffusion, peut-être pas Midjourney, je sais pas quel outil il a utilisé. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être l'exemple qui est à côté de la bande dessinée, qui est juste à côté, qui a été créée par une autrice qui a essayé qui s'ennuyait fermement, qui a généré cette histoire qui s'appelle Zarya of the Dawn, c'est ça, qui est disponible aujourd'hui gratuitement. Elle a essayé de le déposer, elle a essayé de le faire copyrighter aux États-Unis par l'organisme qui s'occupe de ça, qui dans un premier temps lui a accordé le copyright sans aucun souci, puis qui lui a retiré quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard. Et là, c'est intéressant parce qu'on commence à toucher les limites qui sont celles aujourd'hui d'une solution comme Midjourney. C'est que en fait, l'autorité en question a estimé que c'était pas elle qui avait généré ces images, même si elle avait généré les prompts. Il partait du principe que le même prompt peut donner plusieurs images. Donc en fait, à qui appartient le prompt? Est-ce que c'est le prompt qui compte ou est-ce que c'est l'image en elle-même? Ils ont considéré, même si elle avait dit qu'elle les avait un peu retravaillées sur Photoshop, que c'était pas suffisamment, que la main humaine n'avait pas suffisamment travaillé cette œuvre, ces images de base, pour qu'elle puisse les revendiquer. Donc là aussi, on commence à toucher ce que la législation est en train de travailler, c'est-à-dire à quel moment on parle d'œuvres générées par IA, à quel moment on parle d'IA qui a aidé un humain à créer. C'est hyper intéressant. Et donc, bon, il y a eu quelques recours, quelques procès. Aujourd'hui, elle a pu récupérer une partie de son copyright sur cette œuvre-là. Mais grosso modo, enfin, là, je vous le dis, comme c'est en état aujourd'hui, ces images, elles ne lui appartiennent pas à elle. Elles appartiennent aujourd'hui à Midjourney. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas copyrighter, on ne peut pas mettre un droit d'auteur sur une image qui n'a pas été générée par un humain.
tout simplement. Ce qui vous donne aussi, ce qui vous montre aussi le danger. Moi, avec mes petits projets créatifs, si je décide d'en faire une œuvre, d'en faire des tableaux, de les vendre, de les mettre sur le marché de l'art, je suis tout à fait exposé au risque que l'un d'entre vous prenne mes photos, dise bah moi en fait elles sont aussi à moi, donc je peux en faire ce que je veux et je ne pourrai rien vous dire parce que en fait elles ont été générées par Midjourney. Si Midjourney décide demain aussi de les supprimer de but en blanc de leur serveur ou de les utiliser pour de la promotion, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est l'état des choses. Donc ça questionne pas mal. Si on rajoute, alors ils en ont pas du tout parlé, mais en fait, si vous regardez bien le personnage, il a été fortement inspiré de l'actrice Zendaya. Imaginons qu'elle se mette dans la boucle et elle commence à râler aussi pour utilisation abusive de son image. On est dans un gros, on est dans un gros bordel juridique. Donc grosso modo, aujourd'hui, on en est là juridiquement. Je switch un peu sur cette partie-là. Il y a d'un côté des artistes qui essaient de protéger leur œuvre existante du pillage de ces IA, et c'est tout à fait justifié, même si ces outils-là ne pillent pas stricto sensu les œuvres. Elles ne vont pas composer des œuvres avec des morceaux d'eux, elles vont juste, par un habile nuage de diffusion et de probabilité, vous sortir une image qui ressemble à une banane ou qui ressemble à un style d'artiste. Donc voilà, mais ça peut quand même gêner certains artistes. Beaucoup de ces outils d'IA ont ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire que je peux plus ou moins facilement, pas partout, mais dire vous m'enlevez de vos bases, je refuse que mon nom serve aussi comme style 2 dans le style de Tristan Legros par exemple. Vous pouvez le faire. Néanmoins, ils ont utilisé des bases qu'ils avaient le droit d'utiliser. Ils sont très opaques, surtout Midjourney là-dessus. Ils sont très opaques sur les bases qu'ils ont utilisées. Ils sont très opaques sur. Ils disent que oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent ressembler étrangement à des œuvres existantes. Ils sont aussi assez clairs. Enfin, le PDG a été assez clair sur le fait que toutes les images ne sont pas fléchables. Il est incapable de dire aujourd'hui si telle image a servi d'origine a servi à générer tel ou tel visuel sur Midjourney. Donc c'est très compliqué aujourd'hui là-dessus. Néanmoins, ce qui va à mon avis faire jurisprudence et ce qui va servir la législation, c'est qu'il y a des procès qui commencent, il y a des attaques qui commencent, et donc il y a des jurisprudences qui commencent à se poser là, qu'on peut commencer à appeler. Et puis il y a aussi ce qui s'est déjà passé dans d'autres cas hors IA, notamment la question du fair use en Angleterre, qu'on n'a pas en France, qui est très intéressante. Il y a des artistes comme un artiste qui est très polémique, qui s'appelle Richard Prince, qui a souvent fait appel à ce fair use pour éviter des procès en copie d'œuvre. Richard Prince, il se sert littéralement de photos, il va prendre des photos de gens, il va les tordre, il va les modifier, il va en faire des collages, il va les utiliser, donc c'est très reconnaissable, mais comme il crée quelque chose de nouveau, aux États-Unis, on considère souvent que le fair use fait jurisprudence. Donc il s'en sort souvent là-dessus. Donc voilà, ça va être très compliqué là, de voir comment tout ça va sortir. Et de l'autre côté, je finis aussi là-dessus, il y a cette question qui est extrêmement dangereuse pour les artistes de ne pas être en mesure de protéger son visuel créé. Tout à l'heure, dans la publicité, vous aurez un exemple de campagne pour une marque de maillot de bain qui s'appelle Undies. Bon, je peux tout à fait, moi, utiliser cette image pour tout à fait autre chose, parce qu'ils l'ont créée avec Midjourney, parce qu'ils l'ont pas suffisamment... parce qu'elle n'est pas protégée, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'en plus, c'est très lié à la technologie de base qui est à l'intérieur, les réseaux de neurones, puisque les réseaux de neurones qui calculent ces coefficients ont une problématique, c'est qu'ils sont très peu explicables. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment ils fonctionnent. Par contre, on a beaucoup de mal à expliquer leurs résultats, effectivement. C'est ça qui va poser beaucoup de problèmes sur le sujet, en tout cas, des droits. Avant que je passe la parole à Dimitri, on parlait un peu des outils. Imaginons que des gens dans la salle n'ont pas encore testé ce type d'outils. Tu recommandes de jouer avec quels outils pour venir un peu découvrir la génération d'images ou de photos? Oui, moi je vous ai parlé de Midjourney depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est le plus facile à prendre en main, le plus qui récompense le plus facilement. On arrive très vite à avoir des images qui impressionnent dans un premier temps. Mais là, encore une fois, pour revenir un peu sur le monde de la photo tout à l'heure, entre tout le flux d'images générées quotidiennement par plein de gens d'origines différentes qui n'ont pas forcément de formation ni de graphisme, de photographe ou d'art, et ce que je peux voir moi de projets artistiques qui commencent à vraiment prendre forme, il y a vraiment
on sent vraiment aussi le potentiel. Enfin, on voit la cassure quelque part entre la génération grand public et la génération par des gens dont c'est le métier et qui s'en servent vraiment comme nouveau médium et qui explorent vraiment à fond les possibilités, sachant que pour beaucoup, Midjourney, c'est une première étape vers d'autres outils. Aujourd'hui, à partir de Midjourney, on peut basculer sur Runway, par exemple, pour mettre ses images en mouvement. Il y a aussi la fonction, Midjourney sort plein de nouvelles fonctions. La fonction là qui vient de révolutionner un peu, tout le monde est en train de jouer avec, c'est la fonction de zoom out. On peut générer une image et puis en fait demander à Midjourney de générer un peu plus loin la scène qu'il y a autour. Donc il y a des gens qui commencent à faire des vidéos avec des paysages, etc. On peut l'importer dans Photoshop qui a très très bien négocié aussi le virage. Si vous voulez tester un outil, c'est encore gratuit, je crois, la version bêta, qui permet de peindre grâce à l'IA autour de son image. Je crois que Dimitri a un exemple super sur la pochette de Nirvana, Nevermind, où il y a des gens qui sont imaginés, enfin, qui ont demandé à Photoshop d'imaginer ce qu'il y avait autour de ce bébé qui nage dans une piscine, donc on voit un requin qui passe, etc. En fait, voilà, quand les artistes en emparent, il y a cette façon aussi de combiner plusieurs choses qui est hyper intéressante. Mais allez-y, Midjourney, Photoshop, bêta, c'est 2 outils pour tester ça et avoir rapidement des résultats. Super, ben merci. Ça fait une transition du coup pour Dimitri, du coup, nous parler un petit peu justement de graphisme. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le sujet? Parce qu'en plus, c'est ton métier. Oui, alors moi j'ai un passif donc, de directeur artistique, donc forcément les outils graphiques, je les connais. Là, pour avoir un résultat similaire à ce que Tristan évoquait là, sur la pochette de Nirvana, avant il fallait aller trouver des photos qui correspondent parfaitement à l'angle, la bonne lumière, etc. Il y avait beaucoup de retouches, beaucoup de détourage, enfin, c'était une perte de temps absolue, là où ces outils-là nous permettent en quelques secondes à peine d'avoir un résultat équivalent, voire même parfois meilleur. Mais il faut pas que ça reste pour moi, il faut pas que ça reste juste un outil qui nous fait gagner du temps. Il faut que ça soit aussi ça apporte de la plus-value artistique. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a malgré tous les styles qu'on peut choisir dans la génération, etc., on voit qu'il y a une patte IA en fait. Et ça ouvre un peu, comment dire, la possibilité, le champ des possibles. Là où avant on avait toujours des choses très réalistes, etc., maintenant on arrive à avoir des petites nuances où c'est certes réaliste, mais il y a une petite touche dans la patte où ça fait un peu impressionniste, etc. Enfin, je trouve que ça améliore grandement le possible. Comment parler de toutes ces choses-là? Alors là, il y a des outils, donc Photoshop qu'évoquait Tristan. Là, il y a un internaute qui s'est amusé à faire une affiche excusez-moi. Voilà. Qui s'est amusé à faire une affiche des mèmes, des mèmes légendaires. Donc, il s'amusait à reprendre tous les mèmes un peu connus. Puis, juste en utilisant l'outil Photoshop Fill, il s'est amusé à créer toute une scène. Donc, ça peut faire un petit peu penser à l'outil Zoom Out de Midjourney, justement. Mais après, ça peut être utilisé dans plein de domaines. Alors, il faut savoir que Adobe, donc il y a Photoshop pour ceux qui connaissent, il y a aussi Illustrator qui permet de faire des dessins vectoriels. Donc là, par exemple, ils ont mis sur pied, bon, c'est encore léger, hein, parce que le vectoriel, c'est encore autre chose, mais là, ils ont mis en place une fonctionnalité qui s'appelle Generative Recolor, qui permet de faire des déclinaisons chromatiques de votre création vectorielle en un clic. Mais là, ils s'intéressent à plein de sujets, parce que pour ceux qui connaissent Adobe, ils ont racheté il n'y a pas longtemps tous les logiciels Substance, qui sont donc les logiciels utilisés dans le jeu vidéo pour la 3D, les textures, etc. Donc là, Adobe va vraiment se généraliser. Donc là, vous pouvez voir à gauche, on va pouvoir faire des modifications d'objets 3D en quelques clics encore, faire des expérimentations de logos là encore en quelques secondes. Donc c'est vraiment là où moi je suis optimiste, c'est que c'est vraiment un outil qui va faire gagner du temps. En tant que professionnel, c'est là qu'il faut différencier aussi art et artisanat, c'est-à-dire que moi je m'estime artisan du web entre guillemets. Là où le temps est précieux, là où le temps est facturé, etc., il faut qu'on aille vite. Donc il faut le voir plutôt comme un outil. Bien sûr, bien sûr. Je peux ajouter un truc aussi sur Photoshop, quand on dit qu'ils ont vraiment très très bien négocié le virage de l'IA, ils lancent aussi Photoshop une assurance qui sera vendue avec leur
leur prochain Photoshop qui sera plus en bêta mais qui va sortir, qui sera le produit final, qui garantit aux artistes qui vont utiliser l'IA de Photoshop de ne pas être attaqués pour violation de copyright. Ça veut dire qu'ils ont sans doute nettoyé tout ce qu'il fallait en amont et que si vous êtes attaqué, ils vont vous fournir l'aide légale pour prouver que non, votre visuel, votre image n'a pas enfreint les règles du copyright. Donc eux, je trouve que c'est une boîte qui est en train de très bien pivoter, qui a très bien compris les enjeux de l'IA. C'est très propre hein, et on ne fera pas de nudité ou de choses très politiques avec l'IA de Photoshop. C'est peut-être le pendant de ce virage. Mais en tout cas, voilà, il prépare l'avenir assez bien. C'est assez brillant, en tout cas, comme idée, je trouve. Du coup, dans la continuité un petit peu de ça, alors c'est marrant parce que ce matin, il y a eu cette phrase qui était dite, hein, finalement, ce n'est pas les emplois qui vont disparaître, c'est des tâches qui vont être automatisées. Mais les emplois restent parce qu'on voit bien que, en tout cas, c'est un outil au service de l'être humain. Finalement, c'est plutôt Pour l'instant, en tout cas. Comment ? Pour l'instant. C'est en tout cas une amélioration presque de nos outils bureautiques. Ça nous conduit sur le sujet du web parce que, pour basculer, comment ça vient impacter également cette partie un peu plus sur la dimension web ? Alors, là où le graphisme, c'est un visuel définitif qui est imprimé, utilisé, etc., dans le web, on a des supports qui ont des contraintes techniques hyper importantes avec le responsive, etc., l'accessibilité. Et donc, on va dire que c'est tout un ensemble de méthodes, de réglementations à respecter. Et l'IA, jusqu'à maintenant, ne permettait pas spécialement de pouvoir comprendre complètement tout ça et de générer un site en quelques clics. Là, maintenant, des outils commencent à sortir. Alors, ça reste encore basique, mais on a quelques outils là, TenWeb par exemple, Diagram qui est un plugin Figma qui permet de générer une maquette de site web pareil avec un prompt et en quelques secondes il le génère. Et Framer, lui, c'est l'équivalent de Figma qui est un logiciel de maquettage principalement et de prototype. Framer, lui, c'est un peu une version améliorée, on va dire, dans le sens où ça permet de publier son site depuis la maquette. Et donc là, ils ont sorti un outil qui permet, encore une fois, en quelques clics de générer une page. Alors là, j'ai fait un essai juste pour l'événement. Alors on est d'accord, le résultat est dégueulasse. Mais en tout cas, ce sont les premiers. C'est sorti il y a quelques jours à peine. Donc ce sont les premiers résultats. Et là, j'ai eu déjà un layout de site qui est décliné sur les différentes résolutions en quelques secondes. Et donc, ça peut être une très bonne base de travail pour commencer avec une structure toute faite. Et après, on vient faire des ajustements dedans de couleurs, de typos, de mise en page, etc. Mais en tout cas, là encore une fois, il faut vraiment le voir comme un accélérateur. Et ça reste nous les designers, les décisionnaires de ce vers quoi on veut aller. J'ai eu peur parce que j'ai cru que tu allais complètement me contredire là du coup parce que tu étais en train de nous présenter qu'en fait on n'a plus besoin de créateurs web, donc c'est fini. Donc Pour l'instant non, mais d'ici quelques années je ne mettrai pas ma main à couper. Non. Bon, écoutez, super. Il nous reste 3 minutes avant qu'on puisse passer la parole rapidement à la salle. On avait envie de parler de musique, justement. Tristan, qu'est-ce que tu as envie de nous partager justement sur cette ère de l'IA générative et la musique ? Ouais, la musique, alors moi, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai vu, il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses très vite dans la musique. On est capable aujourd'hui de générer des voix. On est capable. Vous avez peut-être entendu passer ce morceau de Drake et The Weeknd qui a cartonné d'abord sur YouTube et qui a fait, je crois, il me semble que c'est 1 million de vues sur YouTube et 250 000 sur Spotify avant que Universal tape du poing sur la table et dise vous m'enlevez ça tout de suite. Mais la question c'est quoi ? C'est un morceau original qui a juste utilisé le timbre de voix de deux artistes. Donc la question, les problématiques que ça soulève restent entières et ne sont pas encore réglées aujourd'hui. Néanmoins, pareil, Universal a très vite senti le vent tourner. Universal, ils ont toujours ce réflexe de je tape avant et puis après je vois ce qu'on peut en faire. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas trahis sur ce coup-là. Ils se sont associés dans la foulée à une start-up allemande qui s'appelle Endel, qui est assez chouette aussi, après les avoir attaqués évidemment. Endel a bossé avec notamment James Blake, c'est ça, en haut à droite, c'est bien James Blake, je ne me trompe pas, pour faire une application en haut, non, sur le noir, voilà, c'est James Blake. Hein. Non, comment il s'appelle Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. Pour faire des sortes de musique d'ambiance générées par
par une IA et en gardant quelque part la texture, les côtés créatifs de James Blake. Ils l'ont fait avec d'autres artistes ensuite. Et donc, évidemment, Universal a tout de suite vu la possibilité de mettre, encore une fois, après avoir tout bloqué, de mettre tout son catalogue au service de ce genre d'IA pour augmenter quelque part les expériences qu'ils pourraient proposer avec leurs artistes. Par exemple, des nappes sonores de Joule, je ne sais pas si c'est intéressant, peut-être pas de Joule. D'ailleurs, s'ils pouvaient mettre un peu d'intelligence artificielle dans les morceaux de Joule, ça serait pas mal. Non, mais je sais pas, d'Adèle ou de choses comme ça. En gardant un peu la texture, en gardant peut-être la voix. Il y a une artiste que j'ai pas mis qui fait partie de ce sérail entre guillemets qui était juste dessous. Et effectivement, on entend des sons qui se rapprochent de sa voix, mais qu'elle n'a pas chanté. Et en fait, c'est une expérience supplémentaire sonore qu'ils peuvent proposer. Donc c'est Endel, ils vont très très vite. Il y a un pays, alors je fais vite, mais il y a un pays en fait où ils sont allés très très fort tout de suite, c'est la Corée. La Corée, ils s'embêtent pas. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils voient plein de choses, plein de possibilités. Vous avez, c'est quoi, c'est Midnight, je crois. Donc c'est un vieux de la vieille en Corée, c'est-à-dire un artiste qui a déjà sorti plusieurs morceaux. Et là, en fait, il se réinvente, donc il change de nom. Et son premier single sort dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y en a plus, 7 langues ou 8 langues différentes. Mais lui n'a chanté qu'en coréen. Et en fait, ils ont synthétisé sa voix, ils ont créé les textes qu'il fallait pour la même chanson, ils l'ont fait chanter dans les 7 langues directement, et le single sort automatiquement dans tous les pays, en coréen, en espagnol, en japonais, et d'autres langues que je n'ai plus. Il y a d'autres exemples un peu moins drôles. Il y a que je trouve, moi, en tout cas moins drôle, il y a une chanteuse qui s'appelle Stephanie Sun, qui a eu un énorme succès, notamment, c'est une chanteuse singapourienne, je crois, de Singapour, je ne sais pas si on dit singapourien, bref, de Singapour. Gros succès en Chine, en Corée, et elle a arrêté net sa carrière en 2017 pour plein de raisons que je ne connais pas. Et en fait, ses fans ont entrepris de continuer sa carrière récemment. Donc, ils ont entraîné un robot avec sa voix, et puis ils lui font chanter des trucs, des chansons d'Adèle, des choses comme ça, à la cool, sans qu'elle puisse pas y faire grand-chose. Et puis, quelque part, c'est la phrase qu'elle dit, elle a donné une interview, elle dit, bon, bah, ok, j'ai compris que j'étais aujourd'hui une artiste désuète et que les gens préféraient mon avatar vocal. Je trouve ça un peu triste, mais voilà, c'est peut-être une dérive en tout cas sur le marché asiatique de ce genre de choses. On dirait un épisode de Black Mirror. C'est carrément un épisode de Black Mirror. Carrément. Ok, bah écoutez, déjà je vous remercie, je crois qu'on peut les applaudir. Alors, on a juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, tout là-haut. Alors, est-ce que vous pouvez la formuler? On va essayer d'écouter et je vais la reformuler pour tout le monde après. Alors, je commence. Enfin, ouais, moi, je pense que oui. À mon avis, c'est d'avenir. On est, pour ma part, si je peux faire un parallèle, on est aux premières versions là qu'on essayait de DALL-E ou de Midjourney V3 sur la vidéo. Il y a des choses qui commencent à être bluffantes. J'ai un peu testé, ça m'a pas bluffé encore outre mesure. Il y a beaucoup de glitch, il y a beaucoup de choses. De choses un peu bizarres. Néanmoins, il y a notamment une marque très connue donc, qui s'appelle Coca-Cola, qui a fait un super spot avec, il me semble, avec Stable Diffusion, qui se passe dans un musée avec des œuvres qui prennent vie, etc., qui est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Mais là, on n'est pas juste dans la vidéo générée automatiquement, on est sur des pans de vidéo générés, plus de la post-production, etc. Mais je pense que oui, je pense que c'est l'avenir. Là aussi, les possibilités pour le cinéma, on n'en a pas beaucoup parlé, sont incroyables, de storyboarder rapidement des choses, en fait, il suffit de se filmer avec son téléphone, d'injecter cette vidéo dans un outil comme Runway, de la remapper entre guillemets, de lui remettre, je sais pas, d'autres personnages. Il garde le mouvement. Enfin, on peut faire des choses assez rapidement. Pour moi, c'est encore aujourd'hui de l'ordre de l'aide, même si je pense qu'il y a des vidéos professionnelles de qualité professionnelle qui vont sortir très prochainement. Ça va très vite en tout cas. La publicité Coca-Cola que Tristan évoquait, c'est justement, je pense, un très bon cas d'école. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un outil qui est utilisé à côté de VFX, à côté de gros moyens de tournage avec des fonds verts incroyables, etc. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Des outils comme Runway, pour moi, vont être très intéressants pour des petits qui n'ont pas beaucoup de budget.
des indépendants, des petits studios, mais c'est vrai que la question se pose pour des grosses productions. Là récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle série Secret Invasion qui est sortie sur Disney+, avec, qui reprend l'histoire de Nick Fury avec des extraterrestres, etc. Bref, ils ont fait le générique d'intro juste avec Midjourney et c'est tout. Et Stable Diffusion, ouais, bon, bref, sur en tout cas un outil de génération d'images et le rendu est tel quel. On a l'impression qu'il n'y a aucun travail qui a été fait dessus. Donc là, ça pose question, évidemment, il y a une grosse levée de boucliers où des grosses institutions avec des gros moyens préfèrent prendre des solutions gratuites, accessibles à tous, plutôt que de payer des vrais artistes. Et en plus, c'est très moche. Ouais. Donc le cas de Coca-Cola est excellent, j'invite tout le monde à aller le voir parce que vraiment, c'est un excellent cas d'école de l'usage de l'IA. Voilà. Et il y a une vraie accélération, si vous allez voir sur Internet, vous mettez évolution de Midjourney en un an, vous avez des comparaisons du même prompt il y a un an et maintenant. Il y a un an, la génération d'une image était assez pas terrible et aujourd'hui on a des résultats photoréalistes. Et je pense que ça montre bien l'accélération qu'il y a. Et effectivement, dans la vidéo, on en est probablement là. On est au tout début, comme le disait Tristan. Et oui, on va être à la veille de quelque chose qui va changer profondément notre rapport même à la consommation de vidéo. Ok, qui d'autre? Oui. Voilà. Alors je me présente, Régis Lemercier, des éditions Locus Solus à Châteaulin. Alors c'est pas vraiment une question, je suis chargé de promotion à la maison d'édition et je voulais apporter de l'eau à votre moulin. Vous avez pris quelques exemples plutôt à l'étranger d'ailleurs. Je voulais faire savoir, et j'ai un exemplaire avec moi ici, que demain sort en librairie un album jeunesse, le premier à ma connaissance, alors scénarisé et écrit par un auteur, un humain, mais entièrement illustré en intelligence artificielle via Midjourney. Voilà, ça s'appelle Matisse et la forêt des possibles. Mais voilà. Oui, je l'ai là. Voilà, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Vous voyez qu'ici, à la Pointe-Bretagne, alors c'est une coédition avec les presses universitaires de Rennes. Merci. Bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin. Ah, une dernière question. Allez, c'est la dernière. Ah, alors c'est une vraie question. En tout cas, alors, je vous laisse peut-être répondre, alors, en tout cas, ces dimensions-là. Ouais, au début, alors aujourd'hui, je pense qu'on n'utilise pas encore beaucoup d'images générées par ce genre de choses-là à plein d'endroits différents. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup utiliser. J'ai des contre-exemples, par contre, j'ai une image très parlante je sais pas, c'est sur la photographie encore, pas vraiment sur l'illustration, mais d'un candidat à la mairie de Toronto qui a utilisé des images générées sur Midjourney. Bon, ils n'ont pas fait gaffe, mais ça fait tâche quand une nana a les bras croisés avec 3 bras. On n'en est pas encore là. Ils n'ont pas regardé. C'est un contre-exemple absolu. Moi, je pense que c'est une question de. Alors, le cheval de Troie, en général, de ces applications-là pour vendre la facilité de générer des images, c'est toujours de vous dire que les gens qui n'y ont pas accès aujourd'hui pourront y avoir accès. Évidemment, Uber nous racontait la même chose avec les voitures de haut de gamme, etc., avant de tout chambouler. Il faut faire gaffe. Je pense qu'il faut réguler. Il y a la question qui se pose derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on protège nos artistes. Alors, on dit en général qu'on est en France et qu'on aime bien râler et qu'on est un peu contre la nouveauté, mais néanmoins, on arrive en France à protéger notre cinéma, par exemple. Je pense que c'est des outils en fait auxquels on devrait réfléchir pour protéger, pourquoi pas nos illustrateurs, nos photographes, etc. Ces solutions qui vont générer plein de visuels et qui vont gagner plein d'argent, à un moment, s'ils détruisent des pans entiers de métiers, est-ce qu'il n'y a pas un peu un principe de casseur-payeur? Comment est-ce qu'on les fait participer, comme on fait participer Netflix d'ailleurs à la production cinématographique en France? Pour moi, on n'en est pas encore à vouloir remplacer des illustrateurs. Enfin, voilà, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est balbutiant, mais ça va encore. Mais en tout cas, il faut y penser. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Moi, j'aime bien faire un peu l'analogie avec, je l'ai dit l'autre fois avec Tristan, il va me trouver chiant avec ça, mais si on prend Ikea aujourd'hui, par exemple, c'est un des plus gros fournisseurs de meubles aujourd'hui, c'est industrialisé, c'est du facile à monter, on est fier, on l'a monté soi-même, etc. C'est du pas cher, c'est du accessible, et à côté, on a un menuisier qui va faire une table qui va coûter 4 000 €. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que je pense que ceux qui ont intérêt à utiliser l'IA sont les petits qui n'ont pas de moyens, qui vont pouvoir, grâce à ça, exprimer leurs idées sans lesquelles ils n'auraient rien, simplement. Alors, je ne connais pas l'auteur de votre livre, monsieur, mais je me doute que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de prendre un illustrateur pour faire tout un livre. Et je pense que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'un gros, lui, va pouvoir se permettre de payer le menuisier pour faire sa table, là où l'étudiant va chez Ikea pour voir sa table. C'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que l'IA, moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Ça doit juste être un levier, idéalement, comme pour Coca, utilisé avec parcimonie et en accord avec des équipes créatives, etc. Mais je pense que, comme dit Tristan, on est encore loin du cas où ça sera totalement admis de faire appel à une IA pour générer complètement une œuvre. Bien, on va clôturer. Pour terminer un peu sur ce sujet-là, c'est clair que derrière l'IA et les IA génératives, il y a des sujets qui sont liés au biais, qui posent des sujets sociaux, il y a des problématiques éthiques derrière, il y a des problématiques écologiques. Il y a des sujets. Et donc, il faut effectivement en parler. Je crois qu'effectivement, on n'a pas encore acté ou choisi plein de choses. C'est pour ça qu'on est aussi là, partager toutes ces problématiques et réfléchir ensemble justement à ce qu'on souhaite faire de ces terres, parce que je pense qu'il y a des possibilités et de riches choses à faire. Mais il faut ouvrir le débat et la discussion. En tout cas, merci à vous tous. Je crois qu'on peut de nouveau applaudir nos intervenants. Et bonne continuation.